Bismillah. Il l'avait amené sous la coupole de justice et l'avait interrogé longtemps. Maintenant, devant Half Iguachu, Yirenlu, notre arbitre, et les membres de notre communauté réunis en conseil, la vieille Baal, Assini Jubusan, s'apprêtait à sonder Isagar. L'imagineuse avait d'abord coiffé la jeune fille des écouteurs amplificateurs de cristal, puis du masque sculpté en écume polychrome qui couvrait la tête. Et disait-on, vous privez de tout repère. Elle entraîna Isagar jusqu'au carré de l'azurite, à 9 points d'émeraude, serti et sans que l'on pût comprendre comment. Car Baal la touchait à peine. La fille du hiérarque se mit à tourner tel un gyroscope emballé sur chacun des 9 points. La voix de Baal sonnait, forte et claire, envoûtante, et j'essayais de comprendre dans sa musique elle-même le sens des mots énigmatiques. 1, 2, 3, écoute le cristal. 4, 5, 6, arrête ici ta fable. 7, 8, 9, le mensonge est fatal. 3, 5, 7, ta voix est dans le sable. 4, 1, 2, ton silence inégal. 6, 9, 8, ta mémoire inviolable. 7, 4, 1, tu apportes le mal. 2, 5, 8, tu n'en as pas coupable. 9, 6, 3, en toi dort un rascal. 7, 8, 4, ton corps est effaçable. 951, car ton double vital. 632, à l'instant même viable. Dans un sens, puis dans l'autre, Isagar tournait, et ma gorge se serra car j'avais assez déchiffré les phrases obscures pour comprendre que la fugitive ne serait pas facilement acceptée. Pourtant, je ne m'étais pas attendu à une sentence aussi sévère. Sur la réquisition de Bâle, le conseil acceptait de soumettre Isagar à l'épreuve des anguilles. Un exercice de cet souffle me calma. J'avais failli intervenir. Pour une techno, la propre fille du hiérarque, ennemi par excellence. Le kraken me protège. Isagar m'avait ensorcelé. Je saisissais mieux pourquoi j'avais été écarté du conseil. À la demande de Bâle, je n'aurais pas été impartial. Une curiosité morbide me poussait derrière le cortège, de passerelle en passerelle, jusqu'au bassin d'aquaculture. Ivres d'excitation, les enfants précédaient notre escorte en piaillant. Plus dignes, les adultes gardaient le silence ou parlaient à voix basse, mais leur jubilation filtrait malgré eux. Peut-on demeurer juste et garder sa mesure quand on détient un objet de mépris et de haine? Isagar était bien l'enfant de Mad Kahlenberg. Isani, notre imagineuse, l'avait confirmé d'une voix solennelle. Comment les miens auraient-ils jugé d'une âme sereine ce symbole de l'oppression qui les confinait dans des tâches subalternes, cette personnification du pillage d'Ariane Hoth? S'il n'avait pas professé un respect absolu de la vie, Isagar aurait-elle survécu à leur colère? Pour l'heure, à demi inconsciente, elle reposait sur la litière qui l'avait amenée à l'enclos des anguilles. Les gracieux poissons paradaient au-dessus des flots, leurs immenses nageoires pectorales froissant l'air afin de soutenir les corps déliés hors de leur élément. Ce spectacle, qui m'enchantait d'ordinaire, m'arrachait une grimace. Je n'étais pas le seul à éprouver de l'inquiétude, car la voix de l'arbitre s'éleva soudain. Es-tu sûr de casser sa résistance? Baal, Asseni, Jobusan. Je suis sûr que d'une chose, Half, Iguachu, Yuranlu, c'est que cet Isagar est double, et qu'on a verrouillé son esprit. Rien ne prouve que ce verrou sautera durant l'épreuve, d'autant qu'elle n'en a sans doute même pas conscience. C'est de la cruauté, lancai-je dans l'espoir d'obtenir le soutien de Alf. Une cruauté nécessaire, rétorqua Bâle d'un ton sans réplique. Il faut nous protéger. Elle se pencha pour dépouiller Isagar de sa combinaison de techno, et le corps de la jeune fille apparut, à peine masqué par un juste corps échancré. Puis elle arracha une touffe de tal et flagella la peau nue dont la blancheur se tigra de rouge. Ranimé, Isagar sursauta en se découvrant si peu vêtu. Son regard, un instant égaré, se durcit et soutint sans ciller celui de l'imagineuse. Je ne te laisserai pas me pousser, vieille sorcière, gronda-t-elle. Et elle sauta dans le bassin, saluée par un cri d'étonnement unanime. Dérangés dans leurs ébats, les anguillules l'avaient déjà prise pour cible et son corps se tordait sous les secousses électriques, mais elle serrait les dents et retenait ses cris.
L'odeur piquante de l'ozone emplissait l'air. Je suffoquais. Or, il advint qu'une enfant déséquilibrée par le mouvement d'intérêt qui avait porté tout le monde en avant tomba dans le bassin. Elle subit aussitôt le choc des anguillules et se mit à hurler. Isagar vint à son secours et hissa la margelle, le corps frêle enveloppé d'étincelles. Ah, le beau geste, dit Alf Iguachu, traduisant l'impression générale. Un calcul adroit, tout au plus, grogna Baal Assini. Qui parviendrait à calculer en endurant une telle souffrance? Tu as raison. C'est donc qu'elle ne souffre pas. Alors selon toi, elle simule. Son corps subit les décharges, son esprit les enregistre-t-il pour autant? Half, Iguachu, toisa la vieille océanite. Ta haine te subjugue. Comment te montrais-tu équitable? On ne hait pas ce qu'on ne peut cerner, on le craint. Ma vision est brouillée. Un nœud d'obscurité étrangle un rayon de lumière. Mais ce rayon, il est là, m'exclamai-je. L'aube succède à la nuit, il faut aider son avènement. Comment? Qu'est-ce que l'espoir si on ne sait l'atteindre? Les paroles de Jaël m'agréaient mieux que les tiennes. Baal Asseni, le pessimiste conduit à l'inertie. Néanmoins, nous attendrons l'avis de Sencha Kushulain Shan Shi, notre maître. Peut-être saura-t-il percer cette ombre qui obscurcit ta vie, ta vue. L'imagineuse hocha la tête, mais son regard indenté bravait celui de Alf. Mal à l'aise, notre arbitre détourna la tête et s'accroupit sur la margelle. Fille de Mad Kahlenberg, ton épreuve est finie. Il tendit le bras sans souci de la décharge qu'il n'allait pas manquer d'endurer en retour. Isagar accepta son aide, l'espace d'un instant, tandis qu'elle se hissait sur le bord du bassin. Tous deux crépitèrent, reliés par des arcs bleus, puis la techno s'effondra, tétanisée. Elle s'était mordu la langue et sa bouche saignait. J'aurais voulu la prendre contre moi, la consoler, la protéger, au lieu de quoi je la laissais s'éloigner sur sa lisière. Étreint par le regret des heures que nous avions partagées seuls sur le manteau du Waganaka. Alors éclata la sonnerie des butins d'alerte, et je me mis à courir, escaladant à toutes jambes les escaliers où, porté par les miens, Isagar m'avait précédé. Les technos ont retrouvé ta trace, expliquait l'arbitre à la jeune fille, quand je parvins à leur hauteur. Allons-nous la livrer? S'interrogeait l'imagineuse. S'ils me prennent, ils me tueront, et après ils vous accuseront de ce meurtre, assurait Isagar d'une voix blanche. Ses pupilles étaient dilatées de terreur, un gouffre noir où je la sentais tout près de sombrer. Soit, nous allons te cacher avec Jaël. Les dogs ont dû l'identifier. Filons à l'enclos des cranailles. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Quelques instants plus tard, nous débouchions sur la passerelle qui desservait l'enclos. Des pinces claquèrent contre le cume, et découvrant les monstrueux habitants du bassin, Isagar fit un bond en arrière. Quand elle comprit qu'elle allait devoir s'immerger en leur compagnie, elle ne put retenir un hoquet d'angoisse. Courage, lui soufflai-je à l'oreille. C'est sans risque, les cranailles sont stupides. Alf avait extrait 2 mues complètes des alvéoles où elles étaient dissimulées. En hâte, il nous aida à nous glisser dedans. Oh là là, gémit Isagar, qui titubait, les pieds entravés par la queue du crustacé. Elle effectua un petit bond, retrouva son équilibre, leva ses bras armés de pinces pour empêcher Alf de rabattre sur sa tête le masque cuirassé de la dépouille. C'est un déguisement d'ocyanite, s'affola-t-elle. Je vais étouffer là-dessous. Les casques sont équipés de respirateurs, la rassura l'arbitre. Nos branchies ne correspondaient pas. Une deuxième sonnerie de bûchin annonça que les glisseurs techno étaient en vue. La fermeture magnétique de nos déguisements claqua. Je sautai dans le bassin. Isagar m'imita aussitôt. Les bandeaux sensoriels qui saignaient nos fronts nous permettaient de suivre la marche des événements au-dessus de l'enclos. Un glisseur apparut, fuselé tel un dardard. Plus inquiétant encore, sa masse noire absorbait si parfaitement la lumière qu'on eût dit un morceau de nuit se forçant un passage dans le jour. Mon corps se contracta. 3 autres glisseurs faisaient éruption dans le ciel de Virgonlandia. Un nombre exceptionnel qui semblait confirmer les déclarations d'Isagar. Les technos tenaient à récupérer la fuyarde. Puis un nuage de spores mauves descendit sur la ville et la couvrit d'un voile chatoyant. Il était impossible d'échapper aux particules. Elles se glissaient partout, imprégnant l'air ou l'eau que nous respirions d'une odeur de guimauve. Elle n'était ni douloureuse ni mortelle.
Elle ne supprimait pas votre libre arbitre, mais pour quelques heures, elle a annihilé toute velléité agressive. Vous deveniez un être débonnaire, certes capable de mentir, mais absolument plus de résister, d'une docilité très pratique pour qui devait entreprendre des recherches indésirées. Un peu plus tard, les dogs empruntèrent les faisceaux antigrabes des glisseurs et investirent Virgolandia. Le temps s'étira, interminable, puis des gardes équipés d'échographes commencèrent à sonder les bassins. J'avais déjà assisté à des scènes semblables jusqu'ici. L'humide des cranailles avait fait illusion, d'autant que la chitine restait opaque aux ultrasons. Si les dogs ne disposaient pas d'appareils améliorés, ils ne décèleraient pas notre présence, mais je pouvais imaginer l'angoisse d'Isagar. Enfin les hommes-chiens s'éloignèrent et le temps redevint élastique et mou. Je me sentais hors de danger. J'étais épuisé par les tensions et le manque de sommeil. Je m'endormis dans l'âcre sécurité de ma carapace.